L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'affaire du col Dyatlov Pass. Nous sommes en 1959 et en ce début d'année, un groupe de randonneurs expérimentés se forme pour voyager à travers le nord de l'Oural dans le but d'atteindre Otourten, une montagne située dans le nord de l'Oural. Le groupe, mené par Igor Dyatlov, se compose de 7 hommes et 2 femmes, la plupart étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ils sont tous expérimentés en matière de longues expéditions de ski de fond et de ski alpin. Le 31 janvier, le groupe atteint une région de haute terre et commence à se préparer pour la montée. Ils déposent des vivres excédentaires et des équipements dans une vallée boisée pour le voyage de retour. Le lendemain, le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Ils pensent probablement camper la nuit suivante de l'autre côté, mais en raison des conditions météorologiques qui se détériorent, du blizzard et de la faible visibilité, ils s'égarent et dévient vers l'ouest. Se rendant compte de leur erreur, ils décident de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Ils sont à 10 km d'Otourten et y installent leur campement pour y prendre le repas et se préparer à une bonne nuit de sommeil malgré ce froid glacial avoisinant les moins 25 degrés. Mais quelque chose d'horrible va se produire dans ce qui sera leur dernière nuit. Le 26 février, une équipe de secours trouve le camp abandonné et leur tente gravement endommagée et complètement déchirée de l'intérieur. Ils suivent des empreintes de pas qui mènent à un bois proche de l'autre côté du sol, à 1,5 km au nord-est, mais après 500 mètres, les traces sont couvertes par la neige. Dans un rayon de 1,5 km de l'emplacement de leur tente, l'on peut distinguer des empreintes de pieds. Certains portaient des chaussettes, d'autres une seule chaussure ou étaient carrément pieds nus, et les traces menaient à un bois situé tout près. À la lisière de ce bois, sous un grand pin, l'équipe de secours trouve les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps, ceux de Grivonitchenko et Dorotchenko, sans chaussures, ne portant que des sous-vêtements. La scène suggérait une mort par hypothermie. Grivonitchenko a des brûlures à la jambe et une morsure à la main qu'il s'est faite lui-même. La peau ainsi arrachée lui est restée dans la bouche. Sur le sapin se trouvant à proximité, des traces montrent qu'ils ont essayé de grimper sur cet arbre. 300 mètres plus loin, ils trouvent le corps de Dyatlov avec des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. À 630 mètres, le corps de Kolmogorova apparaît inerte lui aussi. Le 5 mars, les sauveteurs découvrent au même endroit le corps de Slobodin avec une petite fêlure sur le crâne. 2 mois plus tard, le 4 mai, 4 autres corps sont découverts, ceux de Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov. Thibaut Brignol présente de multiples fractures sur le côté de son crâne. Le corps de Dubinina est celui présentant le plus de traumatismes externes. 10 côtes brisées, la langue est manquante, de même que ses yeux, une partie de ses lèvres, du tissu facial et un fragment de son crâne ont aussi disparu. Le corps de Zolotaryov est retrouvé avec le visage très abîmé, au point qu'il ne pourrait être identifié avec certitude par sa famille. Alors qu'il n'avait aucun tatouage avant le départ, le corps retrouvé porte des symboles sur les mains. Quant à Kolevatov, il a le nez cassé et le cou déformé, mais il est mort d'hypothermie comme les autres randonneurs. Les 4 victimes retrouvées tardivement ont fait l'objet d'une expertise physico-technique qui a révélé que les habits de 2 d'entre elles
présentaient des niveaux élevés de radiation dus, selon les experts à l'époque, à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à la manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. Après avoir examiné les corps des 9 randonneurs, aucune théorie ne tenait plus la route. En fait, rien n'avait de sens. Un corps avait clairement reçu un coup très brutal. Un autre présentait des brûlures au 3e degré. Une autre victime avait vomi du sang. Comme si ce n'était pas suffisant, un cadavre avait perdu sa langue et ses yeux. 6 des membres du groupe sont morts d'hypothermie et 3 de blessures mortelles. La tente a bien été déchirée depuis l'intérieur. Les empreintes de pas montrent que tous les membres du groupe sont partis à pied de leur plein gré. Les tests médico-légaux de radiation montrent de hautes doses de contamination radioactive sur les vêtements de certaines des victimes. Mais alors, que s'est-il passé cette nuit du 2 février ? Des théories ont alors été formulées. Une intervention du KGB, une surdose de drogue, des extraterrestres, une anomalie liée à la gravité et même la version russe du Yéti. Un documentariste a récemment suggéré une nouvelle théorie bien réelle, les infrasons. Le vent, mêlé à la topographie des lieux, crée des ondes sonores à peine perceptibles par l'oreille humaine. Ce phénomène peut provoquer des nausées, de la panique, un sentiment de terreur, une grande nervosité, des frissons, des difficultés respiratoires et un rythme cardiaque plus rapide. Un consensus apparaît dans tout ceci. Les tristes événements furent la conséquence d'une force écrasante et possiblement inhumaine. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que les membres du groupe sont tous morts d'une force irrésistible inconnue. L'enquête est officiellement close en mai 1959 en raison de l'absence dans les actions attribuées à l'inculpé d'éléments constitutifs d'une infraction.